regardez TV Rogers, Ottawa. Cette émission est présentée par Télé-Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Bonjour et bienvenue à l'émission de Lumière et d'être. Aujourd'hui, j'ai le grand bonheur d'être en compagnie de Joanne Brouillette, une femme courageuse qui va venir nous parler de la possibilité de se créer une vie heureuse malgré une enfance vécue dans l'extrême violence. Merci, Joanne, d'avoir accepté l'invitation et d'oser aborder un sujet aussi difficile que la violence physique, verbale, sexuelle. Donc, toi, la violence est entrée dans ta vie à quel moment? Bien, en fait, la violence, elle est entrée de façon concrète. Moi, j'avais 3 ans. Elle a toujours fait partie de ma vie. Mais mes plus vieux souvenirs remontent à quand j'ai 3 ans, au moment où mes parents se séparent. Ils se sont séparés dans une très grande violence. Ils se lançaient des objets, ils se criaient des noms. Puis, tu sais, nous, on était 3 enfants. Moi, j'ai 2 frères à ce moment-là. Et on était des spectateurs, mais comme si on était absents. C'est 2 adultes blessés qui se séparent, qui se déchirent dans la violence. Donc, moi, c'est comme ça que ça a commencé. Et après ça, bien, ça s'est poursuivi parce que ma mère, elle a laissé entrer un homme dans sa vie qui s'est avéré être un batteur de femmes, un homme très, très violent, un batteur de femmes et d'enfants, by the way, parce que ça s'est répercuté sur nous aussi. Et ça a duré jusqu'à mes 8 ans, comme ça, avec cet homme-là qui nous a Donc, fait... cet homme-là battait ta mère et te battait toi et tes frères aussi. Oui. Puis il n'y avait pas de break, cet homme-là. Il n'y avait pas de jugement, il n'y avait pas de conscience. Et entre 3 ans et 8 ans, ça a duré 5 ans. Durant ces 5 années-là, il n'y a rien qui ne nous a pas fait au niveau des sévices physiques. On a passé plusieurs heures à genoux, plusieurs jours parfois à ne pas manger. On était battus, on était frappés, on était humiliés. Puis ma mère, elle était dans ses souffrances. C'est jamais ma mère qui nous a frappés. Jamais, jamais. Puis évidemment que lui nous frappait quand elle n'était pas là ou il nous frappait en gang. Donc, tu sais, elle avait de la difficulté à nous protéger. Elle avait de la difficulté à se protéger elle-même. Elle était elle-même victime de tout ça. Mais elle était témoin de cette violence-là. Elle le savait. Oui, elle le savait, mais elle le vivait. Elle aussi, elle était complètement là-dedans. Et tu sais, moi, j'ai souvenir qu'elle a fait des plaintes, elle a essayé de faire en sorte que ça arrête de se produire. Mais tu sais, quand on est dans la violence conjugale et qu'il y a les menaces, il y a la peur qui est là, il l'a menacée. À chaque fois qu'il est allé en prison, il la menaçait. Quand je vais sortir, je vais te retrouver, puis je vais m'en prendre à tes enfants. Donc, elle revenait, maintenue par la peur de nous voir, dans le fond, se faire tuer parce qu'il nous menaçait de nous tuer. Et c'est arrivé souvent, là, il est sorti de prison, il revenait, il nous tabassait, c'était d'une violence extrême. Là. J'ai tout vu dans ma vie avec cet homme-là. Là. Puis, donc, c'est la peur au quotidien. Constant. C'est la douleur. Et quand on est enfant comme ça, est-ce qu'on trouve ça normal? Est-ce qu'on se culpabilise et on se dit « je dois essayer d'être mieux pour ne pas être battu » ou tu le savais à quelque part que c'était pas sain tout ça? Bien, il y a une partie de moi qui savait sans vraiment savoir parce que quand tu es enfant, tu n'as pas de figure de référence autre que ce que tu connais. Mm-hmm. Puis j'avais pas vraiment accès à mon père à ce moment-là qui, lui, avait refait sa vie avec une autre madame. Tu sais, quand j'y allais, c'était pas super agréable non plus. Fait que moi, c'était une normalité, la violence comme ça. Moi, le rôle que j'ai pris à partir de mes 3 ans, ça a été le rôle de sauveur pour ma mère. Le nombre de fois où je suis intervenue, tu sais, il y avait une violence extrême et du haut de mes 4 ans, 5 ans, j'arrive dans cet épisode-là de violence et j'ai tellement peur qu'il la tue finalement que je me mets à crier pour mettre un stop à tout ça. J'ai une grosse voix aujourd'hui, je crie fort. C'est pas pour rien. Ça a été un instinct de survie pour moi d'apprendre à crier pour alerter. Et ce qui est surprenant, c'est que même malgré les fois où j'ai crié, il n'y a pas grand monde qui est intervenu. Il n'y a pas grand monde qui a fait quelque chose. J'ai peu de souvenirs de policiers qui viennent chez nous. Puis les policiers qui viennent chez nous à ce moment-là, ils ont les mains liées parce qu'ils ne sont pas
entré au moment où il y avait la violence. Donc, ça a été ça pour moi. Donc, déjà, jeunes enfants ont subi des sévices absolument incroyables. Tu souffres de la faim aussi. Oui. Puis, tu as quand même l'instinct de sauveur déjà et de vouloir protéger ta mère à travers tout ça. Protéger ma mère, protéger mon frère, puis mon frère aussi me protégeait. Souvent, c'est lui qui s'est ramassé les volets à ma place parce qu'il supportait pas que je mange des coups. Fait que, malgré tout ça, j'ai pas été beaucoup battue, moi. T'sais, moi, c'est beaucoup l'impact de la violence psychologique parce que des coups physiques, je pense que j'étais trop sauvageonne. J'en ai pas eu tant que ça, heureusement. Je suis pas sûre que j'aurais survécu. Honnêtement, là, le côté psychologique, on dirait que je savais quoi faire avec ça. Fait que, Quand tu parles de violence psychologique, ça se manifestait comment au quotidien? C'est beaucoup des menaces. Je vais te battre, je vais te tuer, je vais dire à tout le monde que c'est toi le problème, je vais te séparer de ta mère, je vais te séparer de ton frère. Puis moi, c'était mes ancrages à ce moment-là, fait que c'était pas possible pour moi qu'ils me séparent de ces gens-là. Je pouvais pas me retrouver démunie comme ça. C'est beaucoup, c'est une game. Il vient jouer dans mon cerveau, dans mes croyances, il m'inculque de la peur, tout ça. Mais tu sais, la violence psychologique, ça peut avoir différents aspects parce que à 8 ans, la protection de la jeunesse nous a pris et nous a amenés chez mon père. Parce qu'il y a eu un épisode de violence extrême. Là, on a pu amener des preuves. La DPJ fait « Ah, finalement, il y a quelque chose qui se passe. » Donc, ils nous prennent et ils nous envoient chez mon père. OK. Et là, toi, tu penses que c'est un nouveau départ. Oui. Je m'en vais chez papa, donc je vais être libérée de la violence que je vis chez maman avec son copain. Oui, mais c'est là que j'ai compris l'expression « changer 4,30 sous pour une pièce ». OK. Parce que c'était la même sauce d'une façon différente. Là, la violence psychologique, ça a pris forme sous forme d'injustice, sous forme d'humiliation. Tout ce qui était là, qui pouvait être utilisé pour nous humilier, nous rabaisser, nous écraser, c'était employé tout le temps. Fait que chez mon père, bien, puis encore une fois, c'est pas mon père. Mon père m'a jamais frappé. Mon père m'a jamais fait des choses comme ça. Il était un papa pourvoyeur il travaillait à l'extérieur et il faisait confiance à sa femme pour nous élever. Puis sa femme, elle n'a pas su utiliser ça comme il faut et c'est elle qui nous faisait les sévices. Parfois, mon père a été témoin, mais je pense qu'avec les connaissances qu'il avait, il a un peu banalisé ou il a un peu minimisé, puis c'est pas si grave que ça. Puis mes parents, des deux côtés, avaient déjà, eux aussi, une enfance extraordinairement violente. Fait qu'ils ont banalisé tout ça, ils ont normalisé la violence. C'était leur cadre de référence à eux aussi. Donc, voilà. On répète le schéma encore une fois, là. Exactement. Fait qu'il nous a laissés là-dedans, tout simplement, en pensant que... Avec la conjointe du papa qui fait beaucoup d'humiliation, là. Oui. Rabaisse. Donc, on touche à l'estime de soi. Complètement, complètement. Puis c'est même au niveau de C'était quoi l'image que tu avais de toi-même à ce moment-là? Ça ressemble à un déchet. C'est déchet, le bon mot hein? que j'ai envie d'utiliser. Tu te sens comme un déchet. Tu sais, moi, la chose que je me suis le plus dit dans la vie, c'est comment ça se fait que j'ai échoué à me faire aimer par les seuls êtres humains programmés pour m'aimer. C'est quoi l'affaire, tu sais? Je me sentais incapable de me faire aimer. Et je me trouvais pas belle, je me trouvais pas bonne, je me trouvais rien d'intéressant. Tu sais, mes parents m'aimaient pas, puis c'est pas normal, des parents, c'est programmé pour aimer des enfants. Donc, j'ai reviré ça contre moi pour arriver à faire du sens avec ce qu'il n'y en a pas. Ça fait pas de sens, tout ça. Il y avait déjà comme une espèce d'autodestruction là, qui était en marche. Puis avec ça est arrivée la violence sexuelle aussi. Oui. Bien, en fait, ce qui est arrivé, c'est que mon père m'a fait garder par un ami qui, lui, était un pédophile. Fait que, puis sa femme aussi était une pédophile. Fait que là, on se fait garder chez eux. Fait qu'il est arrivé ce qui devait arriver. Puis, ben j'ai su après, moi, que mes parents savaient que ces gens-là, c'était des pédophiles puis qu'ils faisaient déjà des agressions sexuelles sur leurs enfants. Fait que ça aussi, ça joue sur mon estime à ce moment-là parce que je me dis, mais ils savaient puis ils n'ont rien fait pour me protéger. Au contraire, ils m'ont mis en danger. Tu sais, c'est pas possible. Donc, tes parents savaient que cet homme-là était un pédophile, puis on dit parfait. Il n'y avait pas de problème avec ça. Je peux t'occuper de ma fille, là. Oui, oui. Puis, tu sais, quand t'es Est-ce que tu en as parlé à ce moment-là, de l'abus sexuel? Oui, ça s'est reviré contre moi. C'était de ma faute. C'est moi qui l'avais attisé, c'est moi qui l'avais charmé parce que je m'étais assise sur le divan en jaquette, puis là, on avait vu ma bobette. Tu sais, tout était de ma faute à ce moment-là. Donc, battu physiquement, humilié, donc violence verbale, abus sexuel. Comme tu le dis, tu te considères
comme un déchet, l'estime de soi est à zéro. Ça doit être extrêmement difficile d'avancer dans la vie puis d'embrasser l'adolescence déjà avec les hauts et les bas de l'adolescence. Donc, on vit ça comment? Une adolescence qui a été vécue dans la violence? En fait, là, moi, j'ai un adage que j'ai depuis que je suis toute jeune. C'est, il y en a un des deux qui va gagner, puis ça sera pas toi. Puis moi, la vie était un adversaire pour moi à ce moment-là. Et je voulais montrer à la vie que c'est pas elle qui allait gagner parce que, à mon sens, à moi, à ce moment-là, c'est mon ennemi. Donc, j'ai foncé tête baissée là-dedans, puis je vais faire tout ce qu'il faut. Ça coûtera ce que ça voudra en termes de temps, d'énergie, de tout ce que tu veux. Je vais arriver à devenir quelqu'un. À devenir quelqu'un. Et pour devenir quelqu'un, tu as décidé à l'adolescence, à 14 ans, si je ne me trompe pas, de demander le divorce de tes parents. Oui. Donc, de divorcer d'eux à 14 ans pour te créer une vie. Ça a été amené à ta conscience. Comment ça, cette possibilité-là de te séparer de tes parents? C'est le travailleur social de l'école avec qui je travaillais à ce moment-là, parce que moi, je faisais des rencontres. J'ai commencé à consulter, j'avais 13-14 ans parce que c'était trop lourd. Et c'est lui qui m'a fait prendre conscience que j'avais des droits en tant qu'humain. Puis là, j'ai des droits, mais non, j'ai pas de droits, j'ai rien. Et il m'a amené à, de un, travailler sur mes croyances, de deux, apprendre à m'estimer pour me faire confiance, puis à me construire une identité en dehors de celle de mes parents. Qui était un langage tout à fait nouveau pour toi, là. C'est-à-dire d'apprendre à m'aimer, puis là, il y a quelqu'un qui est bienveillant envers moi. Oui. Puis, tu sais, c'était un homme. Fait que déjà, un homme qui est bienveillant et qui n'a pas d'attente bizarre à mon endroit, tout ça, c'était vraiment particulier. Mais cet homme-là m'a appris à me tenir debout, puis à me faire confiance et à m'estimer, puis il disait, regarde, tu as des droits. Est-ce que... Puis il n'a jamais fait rien pour moi. Est-ce que tu as envie qu'on fasse ces démarches-là? Puis c'est moi qui ai fait... Oui, j'ai envie. J'ai envie de me séparer de mes parents. Et ça a été houleux, la façon dont ça s'est passé. Ça a été difficile émotionnellement parce que là, bien, encore une fois, mes parents chicanaient. Qui c'est qui allait pas me prendre parce que j'étais de l'ouvrage? Puis qui c'est qui allait payer pour moi parce qu'il y a personne qui voulait payer pour moi? Et c'est les parents de mon conjoint de l'époque qui ont accepté de me recueillir chez eux en disant, bien, je vais la prendre, elle va finir ses études secondaires, puis c'est tout. Sans jamais demander de pension, de rien du tout. Ils m'ont accueillie avec qui j'étais à ce moment-là. J'étais pas facile, là. Donc, il y a le travailleur social qui te propose de te séparer de tes parents puis de te créer une autre identité. Tu es soutenu par la famille de ton copain de l'époque. Et là, tu vas vivre chez eux dans un cadre qui est sécurisant, rempli d'affection. Mais comment on vit ça quand on a passé une enfance dans la violence et là, il y a un encadrement qui est sécuritaire? Oui. Je le voyais pas comme ça à ce moment-là. Pour moi, là, je les voyais comme des fous furieux. Ils soupaient ensemble le soir à la table, il y avait du plaisir. Ils me demandaient comment ça avait été dans ma journée, puis moi, je voulais pas répondre parce que je disais, si je réponds, ils vont trouver quelque chose là-dedans pour venir me piquer après, pour venir m'écœurer puis me rabaisser. Fait que je parlais pas beaucoup. Vraiment, j'étais très, très renfermée, très sauvage. Je comprenais pas la dynamique. Ils s'aimaient, ces gens-là, puis ça doit être du fake, il doit y avoir de quoi quelque part. Donc, on cherche toujours le problème, même si on reçoit de l'amour. Donc, on est incapable d'analyser ce langage-là. Écoute, tu as été tellement courageuse, Joanne. On doit s'arrêter pour aller à la pause. On revient dans quelques minutes. Soyez des nôtres. On revient et on va parler de la suite et de ta renaissance à travers tout ça. Super. Tout au long du mois d'août, nous vous présenterons une série d'émissions spéciales qui mettra en vedette vos chroniqueurs préférés. Ils viendront tour à tour vous informer sur les plus récents sujets tirés directement de l'actualité. Nous vous inviterons aussi à découvrir des entreprises locales œuvrant dans notre région. Nous serons de retour en direct dès le lundi 13 septembre. Entre nous, en semaine, 11, 18 et 22 heures sur TV Rogers. 13 septembre, 13.
Dans la prochaine émission, on discute avec la coach virtuelle Maryse Mainville, une maman entrepreneur qui a perdu plus de 120 livres avec WW. Suivez-moi, jeudi 20h sur TV Rogers. De retour à De lumière et d'être avec la magnifique Joanne Brouillette qui nous raconte son histoire au cœur de la violence physique, verbale, sexuelle et ta renaissance à travers tout ça. Donc, avant la pause, tu nous disais que finalement, à l'adolescence, tu te sépares de tes parents, tu t'en vas vivre chez les copains de ton... chez les parents du copain de ton... à l'époque. Oui. Et que malgré le fait que tu es dans une famille où est-ce que c'est sécurisant, qu'il y a de l'amour, c'est extrêmement difficile pour toi d'accueillir cet amour-là parce que tu as toujours peur d'être piégé à travers tout ça. Oui. Fait que finalement, toi, tu es partie. Oui, je suis partie. Mon objectif, c'était de déménager dans une autre ville, de quitter complètement. Mais bon, il est arrivé mon amoureux que j'ai eu à ce moment-là, qui est devenu par la bande le père de mes enfants. Mais évidemment, quand je suis rentrée dans cette relation-là, j'étais encore un être humain blessé. J'avais beau avoir déjà travaillé, il me restait encore bien du chemin à faire et j'étais dans une dépendance affective incroyable et avec des croyances aussi qui étaient là. Donc, même s'il avait su m'aimer de la bonne façon, j'aurais pas su l'accueillir parce que je savais pas comment faire tout ça. Donc, moi, j'ai vieilli comme ça. J'ai fait mon temps. J'ai eu mes 2 premiers enfants à 23 et à 24 ans. Et malgré tout, je veux dire, j'ai fait des études, je suis une fille brillante, je deviens infirmière, j'ai une belle maison, j'ai des voitures, j'ai un chum, tout va bien. Donc, tu réussis bien dans la vie. Oui. Et tu maintiens ton rôle de sauveuse qui s'est développé dans l'enfance parce que tu es devenue infirmière pour soigner les gens. Exact. Mais malgré tout ça, j'ai la mort dans l'âme. Je ne suis personne. Je ne peux pas croire que les gens peuvent m'aimer. Je ne peux pas croire que je suis personne. Je suis personne dans la vie. Et à 24 ans, j'ai failli commettre l'irréparable. J'ai planifié mon suicide pendant 1 an. J'attendais un déclic et il est arrivé le déclic. Et ce soir-là, bien, il y a eu une dispute avec mon amoureux. Et moi, je porte la croyance profonde que, tu sais, je vais les gâcher, mes enfants, que je vais les briser. Puis je suis pas capable de vivre avec cette possibilité-là. Donc, parce que toi, c'était ta référence. Des parents, ça gâche la vie des enfants. Ouais. Et là, tu te retrouves mère, puis tu dis, bien, je vais gâcher la vie de mes enfants. Exact. Puis, tu sais, moi, j'ai eu des enfants en me disant, je vais enfin ressentir l'amour. Je n'ai pas ressenti l'amour. J'ai ressenti la responsabilité encore plus grande. Fait que je suis vide et responsable. C'était trop pour moi à ce moment-là. Donc, c'est arrivé, c'est un concours de circonstances. Au lieu d'aller jusqu'au bout de l'acte que j'avais prévu, j'ai été transportée par quelque chose de plus grand que moi. Écoute, je me suis rendue à l'hôpital sur le pilote automatique complètement, là. Et eux, ils m'ont pris en charge. À partir de ce jour-là, bien là, eux, ils m'ont obligée à entrer vraiment en relation d'aide, en thérapie. Et là, je voyais psychiatre, psychologue, travailleur social, infirmière spécialisée. J'avais 14 rendez-vous par semaine. 14 rendez-vous par semaine. Ouais. Et est-ce que tu es hospitalisée à ce moment-là? Non. Ou tu fais des allers-retours? Eux, ils ont accepté, parce que j'allaitais mon fils, donc ils ont accepté que je fasse tout ça à l'externe, mais ils m'ont booké mon agenda pour pas me laisser du temps pour faire des niaiseries. Donc, je suis vraiment là, tu sais, je suis en rencontre constamment. Mais là, je me rends compte qu'en parlant, OK, il y a des choses qui débloquent, je comprends un peu, mais ça n'a jamais été suffisant, tout ça. Fait que même après que j'ai été mieux, j'avais besoin d'en savoir plus. Donc là, je suis allée à l'université. J'ai fait des cours en psychologie. Je voulais savoir comment ça marchait un cerveau humain. Okay. Et ça non plus, ça n'a pas été satisfaisant. Ça n'arrivait pas à expliquer pourquoi moi, j'étais comme ça. J'avais besoin de me comprendre qui je suis, pourquoi je suis comme ça, pourquoi je suis pas détruite, pourquoi je suis pas dans la rue, pourquoi je suis pas maganée comme ça. J'étais maganée, mais j'avais une autre intérieurement, figure. Oui, c'est ça. J'avais une autre image de ce que ça pouvait avoir l'air d'être maganée. Puis je voulais savoir pourquoi moi, j'étais pas là-dedans. Donc, j'ai fait des études à l'université en psychologie. J'ai réussi super bien, mais ça m'apporte pas des réponses. Les réponses que toi, tu cherches. Là. Exact. De dire, je réussis en apparence. Oui. Mais à l'intérieur, je suis encore brisée et je n'existe pas. Et est-ce que tu portes encore à ce moment-là la croyance que tu es un déchet? J'essaie de me convaincre, mais c'est pas facile. C'est pas facile, c'est pas encore une réussite. Il y a encore des vides. En fait, moi, c'est quand j'ai rencontré mon thérapeute en programmation neurolinguistique, qui, lui, est spécialisé avec les vétérans de la guerre. On se rencontre comme ça, c'est une rencontre amicale et il me demande de lui parler de mon histoire et je lui raconte ça, moi, comme si je parlais de la vie de quelqu'un d'autre.
Et c'est lui qui s'est arrêté pour me dire, est-ce que tu réalises? Est-ce que tu réalises ce que tu es en train de me raconter? Puis moi, ben non, c'est ma vie, il n'y a rien là. Et c'est lui qui m'a fait réaliser que j'avais un trouble de stress post-traumatique, que quand je racontais mes histoires, j'étais en dissociation parce que c'était trop difficile. Et à partir du moment où j'ai su que c'était un trouble de stress post-traumatique, là, j'ai compris. Là, j'ai été capable de faire les bonnes recherches, d'aller chercher les bonnes réponses à mes questions, de me comprendre davantage et de savoir que, tu sais, mon quotidien, quand j'avais des réactions que personne ne comprend, ça faisait du sens avec mon histoire. Ça ne fait pas du sens avec les autres, mais ça faisait du sens avec mon histoire. Et c'est en programmation neurolinguistique que tu as fait la démarche de te connaître, en fait, et de te mettre au monde là, dans une version améliorée. Et non pas je suis un déchet, mais je peux être quelqu'un de connecté à ses besoins puis quelqu'un d'aimable. Absolument. Après avoir rencontré cet homme-là, j'ai décidé d'aller chercher ma formation en programmation neurolinguistique. Et bien, c'est quoi la programmation neurolinguistique pour les gens qui nous écoutent? C'est une science, en fait, qui utilise le langage du cerveau et tes expériences de vie pour amener à comprendre qu'est-ce qui est là pour toi, qu'est-ce qui fait que c'est comme ça pour toi aujourd'hui et qui te permet de faire des nouvelles programmations. Quand tu comprends qu'est-ce qui est là, quand tu es conscient, tu es puissant. Donc, quand tu comprends qui tu es, qu'est-ce qui est là pour toi, tu es capable de choisir après. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est sain? Est-ce que c'est dynamisant? Oui ou non? Est-ce que j'ai envie de conserver ou j'ai envie de changer? Puis là, quand tu décides de changer, tu es capable d'aller chercher consciemment. J'ai envie de changer. Pourquoi déjà? J'ai envie de changer pour ça. Et moi, c'est là où j'ai pu changer ma croyance que j'étais un déchet, que je n'étais pas aimable, que je n'étais pas désirable. Et je suis arrivée aussi à changer toute la signification de ce que ça avait eu, les histoires pour moi, mes viols, mes agressions, la fois où j'ai été séquestrée, tout ça. J'ai changé la signification parce que, est-ce que c'est sain pour moi? Bien, pas vraiment. OK, on va le changer. Donc, j'ai apporté un regard nouveau. Donc, tu as appris à te poser les bonnes questions et à prendre du temps pour réfléchir et faire de nouveaux choix. Donc, tu as quel âge à ce moment-là? J'ai 30 ans quand ça arrive. 30 ans. Donc, la violence a commencé à l'âge de 3 ans et c'est à 30 ans que tu as pu te redéfinir autrement. Oui, c'est à 30 ans que j'ai appris qui j'étais, que j'ai choisi de faire le ménage dans ma vie. Même, tu sais, que les liens de sang, je vais les conserver s'ils sont bons pour moi, sinon c'est correct, c'est pas grave. On fait le ménage et j'ai amené à ma conscience des choix. J'ai appris à faire des choix qui étaient bons pour moi. Et à partir de ce moment-là... Donc, on ne subit plus, on fait des choix. Exactement. Tu deviens propriétaire de ta vie, tu deviens responsable de ton environnement, de ton existence. Wow. Et là, je me suis sentie puissante. Je me sentais en contrôle et c'était pas arrivé souvent dans ma vie, là, tout ça. Là. Donc, pour moi, c'était nouveau et j'ai tellement senti ça puissant que j'ai eu envie de faire quelque chose avec ça pour donner au suivant. Ça n'avait pas de sens que je comprenne tout ça, moi, là, que je parte de 1000 pieds en arrière de la ligne de départ, puis que je garde tout ça. Pour moi, ça faisait pas de sens. Donc, j'ai eu envie de fabriquer quelque chose et j'ai fabriqué mon programme que je donne aujourd'hui. Tu as écrit un livre aussi qui raconte ton histoire parce que, justement, tu voulais inspirer les gens à dire que peu importe ce que tu as vécu, aussi difficile que ça peut être, il y a la possibilité de faire des choix et de se créer une vie heureuse. Oui. Ça, c'est autour de mes 30 ans, quelque chose comme ça. Ça a été une étape nécessaire pour moi pour faire... Il y a une porte qui vient de se fermer. Puis j'ai écrit le livre dans l'objectif d'aider les gens qui avaient été victimes de violences. Et on est beaucoup, là. On est vraiment plusieurs. Oui. Juste à prendre conscience que peu importe qu'est-ce qui t'est arrivé, tu peux choisir. Exact. Tu peux choisir. Donc, ton livre, c'est Enfance et résilience que l'on retrouve dans toutes les librairies et chez Béliveau Éditeur. Et c'est sûr que ça aide de nombreuses personnes parce que, comme tu le disais, il y en a beaucoup qui subissent la violence physique, la violence verbale. On sait aussi que les statistiques démontrent qu'une femme sur 4 est victime d'abus sexuels aussi. Et souvent, ces gens-là restent avec des traumatismes. Absolument. Mais toi, ce que tu as envie de leur dire, c'est qu'on peut dépasser ces traumatismes-là, faire d'autres choix et se créer une vie heureuse. Donc, il y a le livre. Tu as créé un programme aussi qui s'appelle Reborn. 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 Donc, c'est quoi ce programme-là? Puis ça s'adresse à qui? Ça s'adresse à tout le monde qui a envie de faire des choix différents dans la vie, qui a envie de faire comme, OK, j'ai un passé, c'est correct, ça me correspond plus, j'ai envie d'autre chose, j'ai envie de redevenir puissant, d'être en contrôle de ma vie. Mais pour ça, bien, il faut apprendre. C'est des stratégies. Donc, c'est un programme avec des stratégies concrètes, pas à pas. OK? Donc, les premiers pas, c'est on va déconstruire.
OK? Ouais. On va enlever qu'est-ce qui est là et on ne va pas dans la visite du trauma ni rien de ça. On sait que ça a eu lieu. On va venir installer des ressources là-dessus pour t'aider à te sentir mieux, pour changer de point de vue, Ouais. pour être capable d'avoir un discours différent par rapport à tout ça, parce que le discours, ça devient ta réalité. Donc, on déconstruit et après ça, bien, on va reconstruire. Et l'atout majeur que j'offre à travers ce programme-là, c'est l'as de cœur. L'as de cœur, c'est l'amour, la confiance et l'estime de soi. Wow. Si tu n'as pas ça, tu n'y arriveras pas. Ça te prend l'amour, la confiance et l'estime de soi. Donc, on travaille Tellement là-dessus. important pour s'épanouir, hein? Oui. Puis, tu sais, mon programme, c'est Reborn, tout part de soi, parce que tu as beau avoir l'environnement idéal, comme moi, là, j'avais l'environnement idéal, à l'intérieur, il n'y avait rien. On doit travailler sur soi pour offrir l'amour que tu donnes. Tu ne peux pas le donner à ton détriment. Tu dois le donner sur qu'est-ce qui est en surplus de toi. Puis là, tu peux en donner puis en donner. Tu te vides jamais. Tu peux pas prendre l'amour que tu as besoin qui est là pour toi. C'est impossible. Donc, c'est vraiment une démarche pas à pas. C'est sur 12 semaines. Wow. C'est un accompagnement de 12 semaines. On a des rencontres individuelles, mais on a des rencontres en groupe aussi où on vient partager, Oui, échanger. Parce que ça aide hein, de parler en groupe, parce que ça aide à normaliser la situation puis à se dire, OK, je suis pas tout seul Exactement. là-dedans. Puis il y a des références, hein, des références de gens qui peuvent s'en sortir, des gens qui choisissent l'amour, Oui. la confiance, l'estime de soi. Donc, ça fait du bien d'être bien entouré. Oui, oui. Puis le fait de le faire en groupe sur une portion, en tout cas, bien, ça permet d'avoir différents points de vue. Parce que qu'est-ce qui fait qu'on peut s'en sortir? C'est en adoptant différents points de vue. Et cette personne-là, elle est un modèle pour moi parce qu'elle a choisi de vivre ça, Wow. d'incarner ça. J'ai envie de le faire pour moi. Fait que moi, je ramasse des modèles de gens, puis on partage ça ensemble. Mais après ça, tu as tout le loisir de dire, ah oui, ça me parle, ça me correspond, oui, j'ai envie d'être ça. Ah, ça, c'est un bon truc, ça, ouais, ça, c'est extraordinaire. Donc, tu sais, c'est l'effet de groupe, c'est extraordinaire pour ça, là. C'est magnifique ce que tu as construit. C'est magnifique tout le parcours aussi hein, que tu as fait. Est-ce que tu le sais que tu es une femme courageuse, pleine de résilience et d'amour? Oui. Oui, je le Ouais. réalise de plus en plus. Wow. C'est sûr que quand je vois les résultats chez mes clientes, puis, tu sais, il y a de l'évolution, là, pour moi, c'est ça qui me nourrit. C'est ça qui me fait prendre encore plus conscience que j'ai bien fait de... Il y en a un des deux qui va gagner. Puis là, je suis plus dans l'adversité. Je suis vraiment dans... Moi, j'ai envie de gagner tout court. Rapidement, s'il y a quelqu'un qui vit de la violence actuellement, qui nous écoute, qu'est-ce que tu lui dirais? Bien, c'est sûr de se monter une stratégie, d'aller chercher de l'aide, de ne pas rester seul là-dedans, évidemment, parce que c'est difficile quand on est tout seul. Oui. Oui. Est-ce que tu es fière de toi aujourd'hui? Tellement. Et tu célèbres la femme magnifique que tu es? Oui. Oui, puis je le vois à travers mes 4 enfants, là. Moi, je suis en train de construire 4 humains extraordinaires. C'est pas vrai du tout qu'on gâche nos enfants quand on est passé par là, pour de vrai. Quand on se connecte à l'amour, Oui. à la confiance, Ouais. à l'estime de soi, tout ça, c'est possible, peu Ouais. importe l'âge. Oui. Écoute, un grand merci d'être. Merci d'avoir osé en parler de ce sujet difficile-là. Ouais. Merci de rayonner, hein, de nous inspirer, parce que peu importe les situations qu'on vit, aussi difficiles qu'elles peuvent être, il y a toujours le choix de faire de nouveaux choix. Exact. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Merci. Merci beaucoup. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Cette semaine, on reçoit M. Guy Thibodeau qui va nous conter ce qu'on peut faire avec 3 poêles de loup. Fait que c'est le père qui vous dit, vous passerez faire un tour. Viens que je te raconte. Dimanche 21h sur TV Rogers.
Pour vous qui pensez ne pas pouvoir bouger, regardez l'émission Restez actif pour la santé avec moi, Joanne Sheridan, tous les jours sur les ondes de TV Rogers. Restez actifs en semaine, 15h, sur TV Rogers. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.